Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Contéwa que j'ai le plaisir d'avoir avec moi. Pierre-Paul Bézile de Lacasse et Associés. On va parler encore une fois finances, on va parler de vos finances, mais on va aussi parler des finances de commerçants, de gens qui font le commerce et qui rencontrent certains problèmes. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, aujourd'hui, on va y aller sur deux sujets drôlement importants parce que il y a le fameux 60 000 qui a été fourni aux entreprises là, durant la COVID. Il y avait un pardon, je me rappelle bien, de 10 000 sont remboursés dans des délais acceptables. Mais il y a beaucoup de compagnies qui ont pris ce 60 000 $-là, mais ont des problèmes à rencontrer la dette après. Oui, effectivement. Oui, le montant qui est prévu de remboursement, si on paye dans les délais, c'est même 20 000 $. Fait que c'est quand même un beau don que le gouvernement voulait faire aux entreprises. Essentiellement, là, ce que je rencontre dans mon bureau présentement, c'est évidemment, bon, on a parlé déjà, là, quand on a parlé du nombre de dossiers, on a rattrapé les données pré-pandémiques dans le commercial. Oui. Donc, ça veut dire que dans nos bureaux, ben, on voit beaucoup d'entreprises. Donc, présentement, j'en règle beaucoup. Et ce fameux prêt-là de 60 000 $ est souvent, je dirais majoritairement dans l'équation de la difficulté financière parce que, ben, s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu d'autres dettes. Là, on se comprend, ça l'a servi à payer d'autres dettes. Par contre, en ayant cette dette-là, ça l'ouvre, je dirais, un monde de possibilités pour les entrepreneurs qui sont en train de fermer leur entreprise ou qui songent à fermer. Pourquoi? Ben, d'un, on a la possibilité de le payer pour moins, donc 40 000 au lieu de 60, qu'on peut faire financer si on est d'une bonne situation et que là, on a eu des délais supplémentaires là, pour le faire. Mais pour les entreprises qui sont carrément fermées ou qui sont en train de penser à fermer, ben, ça l'ouvre quand même une possibilité importante parce que ce prêt-là, différemment là, de la majorité des prêts que les entreprises ont. Fréquemment, là, quand les entreprises ont des marges de crédit, ont des prêts, que ce soit un prêt accordé ou un prêt offert par une banque, ben souvent, je dirais 95% du temps, c'est cautionné par les administrateurs, évidemment. Donc, ça veut dire que si notre entreprise paye pas ou ferme ou fait faillite, ben, on est responsable de payer ça. Le 60 000, c'est pas le cas. Donc, ça a été fait quand même rapidement par le gouvernement. Et donc, présentement, on se retrouve d'une situation où les entreprises qui ferment veulent se structurer. On pense pas nécessairement à ça, mais dans des contextes de faillite, ben, cette dette-là fait partie de la faillite. Et là, on est en train de regarder avec certains administrateurs, quand on ferme, ben, qu'est-ce qu'on paye? C'est quoi qu'on priorise? Les gens, évidemment, veulent payer les fournisseurs locaux. Ils doivent payer le gouvernement parce qu'ils sont responsables, veulent payer les prêts parce qu'ils sont responsables. Donc, les gens solvables, évidemment. Donc, dans les contextes où c'est cette dette-là qui demeure, je dirais que dans la dernière semaine, j'ai 3 dossiers là, qu'on a déposés des faillites et que cette dette-là demeurait. Et donc, ça permet de fermer l'entreprise. On envoie les relevés, dépendamment de combien il y a d'argent dans le compte, il y a une partie de l'argent qui va aller au gouvernement. Mais si on n'arrive pas à tout payer, ben au moins les administrateurs s'en sortent sans impact sur leur dossier de crédit puis sans dette. Là. Donc, c'est quelque chose absolument à vérifier pour les entreprises qui sont en train de fermer ou qui pensent à fermer. C'est sûr qu'une entreprise qui est solvable, qui continue d'opérer, ben on va regarder d'autres stratégies. Mais quand on est en train de fermer, de sortir de l'argent de ses poches comme administrateur pour payer une dette d'entreprise, c'est important d'y penser 2 fois. Là, il y a d'autres stratégies possibles. C'est des bons montants. Là, on parle d'un remboursement de 60 000 $, même s'il y a un pardon de 20 000 $ si on rembourse dans les délais. Ce n'est pas le cas pour la plupart des entreprises. Alors, c'est 60 000 $. C'est ça. Puis les gens, des fois, vont réfléchir, bon, est-ce que je sors des REER pour payer ça? C'est une option. Mais là, sortir des REER personnels, payer l'impôt sur ces REER-là qu'on va sortir et que, de toute façon, on n'a pas la responsabilité personnelle de le faire. Là, il faut se questionner avant de le faire bien comme il faut. Là, c'est ce genre d'analyse qu'on fait avec les gens en regardant leur situation personnelle, la situation de l'entreprise, puis on s'en va où? Puis si on s'en va vers une fermeture, ben c'est pas une priorité, ce prêt-là, là, dans la vie de la personne. OK. Là, lorsqu'on parle de faillite, ce prêt-là, à ce moment-là, disparaît de la map, si j'ai bien compris. C'est ça. En fait, toutes les dettes disparaissent, sont effacées dans un contexte de faillite. On liquide les actifs. Quand il n'y a plus d'actifs, ben, on n'a pas d'actifs à liquider, mais on ferme l'entreprise. Et ça évite pour les entrepreneurs de produire les fins d'année financières. Ça, c'est nous qui s'en occupons. On produit les derniers rapports de taxes, les DAS quand il y a des employés, puis on liquide toutes les dettes. Le gros avantage de cette dette-là, c'est qu'elle ne va pas revenir comme caution ou comme responsabilité à l'administrateur. Parce que quelqu'un qui vient me voir qui doit 100 000 de TPS-TVQ, ben là, il faut regarder la situation personnelle parce que le gouvernement va aller cogner à notre porte, même s'il y a une faillite d'entreprise,
Le gouvernement va aller cogner à notre porte personnelle par la suite pour le 100 000 là, si on ne l'a pas payé. Alors que 60 000 là, non. OK, c'est ce qui peut entraîner une faillite et d'entreprise et personnelle, finalement. Oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y a des gens qui vont venir me voir des fois, puis ils doivent 50 000 qui sont signés personnellement, puis ils doivent 80 000 de TPS-TVQ personnellement. Ils n'ont pas la capacité de payer ça, puis l'entreprise est en train d'être fermée, vendue ou peu importe, puis il va rester des dettes. Ben là, on se structure pour protéger et la personne et la compagnie. Mais comme ce prêt-là de 60 000, on n'a pas à penser à la personne, à la protéger. Il n'y a pas d'impact sur la personne. Fait que c'est quand même différent. Il faut connaître les différences d'un prêt à l'autre avant de prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on priorise. Là encore, là, ça paraît banal ce que je vais dire là, mais ça prendra en compte avec quelqu'un qui connaît ça. Là. On ne peut pas improviser ces choses-là. Là. Non. Il faut lire les contrats, il faut s'assurer des responsabilités, puis il faut prioriser en fonction de sortir l'actionnaire, l'administrateur du pétrin le plus possible, puis en atteignant les objectifs d'entreprise, qui est souvent ces gens-là, c'est qu'ils sont en train de la fermer. Oui, effectivement. Je vais revenir sur un autre sujet dont on a parlé, mais qui est drôlement important, c'est le budget personnel. C'est parce que là, ce qu'on réalise, c'est quand on parle, moi et toi, Père Paul, ce que tu me fais réaliser, c'est que les gens ont vraiment pas une discipline très forte de ce côté-là. Là. Ben, en fait, c'est que je dirais que les gens focusent pas sur les bonnes choses. C'est souvent ça. Puis souvent, c'est juste de rediriger le focus de la personne dans notre bureau. Tu sais, je prends l'exemple, les gens sont très rapides à se protéger, à faire des décisions financières parce que on est guidé des fois par la peur, par exemple. Comme exemple, ben, la volatilité des marchés présentement, puis depuis quelques mois, même plus qu'un an, ben, ça fait que beaucoup de gens, puis les conseillers financiers que je parle me le confirment, là, les gens sortent du marché financier. Ils vont se mettre en CPG, ils vont des fois carrément sortir du marché boursier. L'impact de ça, ben, c'est que on se retrouve on a une baisse, on a peur, on sort notre argent, donc on se trouve à cristalliser notre perte. On la fait, la perte, quand on sort notre argent. Ouais. Si on la laisse dans le marché, puis le marché reprend par la suite, on n'aura jamais eu de perte, puis tout va bien. Là. Le problème, c'est que les gens, à cause de la peur, des fois, vont sortir. Et on sait que, ben, à peu près toutes les crises économiques, il y a une baisse importante du marché boursier dans toutes ces crises-là, peu importe lesquelles on regarde, là, 2018, 2008, peu importe, même si on recule plus loin, mais c'est toujours suivi par une reprise supérieure et relativement à court terme, donc l'année, les 2 années qui suivent. Donc, il faut être capable de prendre cette baisse-là pour aller chercher la hausse. Et le problème, c'est que les gens, ben, pendant qu'il y a une baisse, là, ils prennent une petite perte puis ils s'y gèlent. Et là, après ça, quand ça remonte, ben, ils attendent que ça remonte, puis là, ils se reviennent dans le marché, mais ils n'ont pas profité des hausses. Donc, la peur est une mauvaise conseillère dans ces situations-là. Même principe que je dirais, là, la hausse des taux hypothécaires, hein, c'est quelque chose qu'on parle, on se le fait mettre sur la tête là, dans tous les médias. Mais je sais, mettons qu'on le regarde là, de façon simple. Là. Quelqu'un qui a une hypothèque de 250 000, qui a une hausse de 3 à 6 exemple de son taux d'intérêt, donc mettons 3 de hausse, bien, ça correspond à une hausse, et là, j'ai fait un calcul très grossier, mais ça correspond à une hausse d'à peu près 625 $ par mois. Vite fait de même, 625 $ par mois, pour bien des gens, c'est beaucoup. Là. Par contre, il faut savoir que pour avoir une hypothèque de 250 000, ben à la base, ça te fait un paiement d'à peu près 1 200 par mois, dépendamment comment ça a été négocié. Pour avoir un paiement de 1 200 par mois, j'ose espérer que c'est des gens qui ont au moins 6 000 $ clairs de revenus. Sinon, la maison était trop chère jour 1 puis ils ont pris une mauvaise décision financière. Mais si pour la personne qui a 6 000 $ clairs de revenus, que ce soit une personne ou un couple, ben on est d'une situation où on a un paquet de dépenses qu'on peut analyser. Puis ça, c'est un point que je voulais revenir parce que souvent, on va le parler ensemble de façon macro. Ouais. Là, j'aimerais ça donner juste des petits trucs micro là, aux gens là, dans la vie de tous les jours. Donc, à la base, on a parlé de budget souvent, de qu'est-ce qu'on analyse et tout ça. Je vais prendre les exemples que je vois le plus souvent quand je décortique les budgets avec les gens puis qu'on fait vraiment le tour de façon assidue de tout ça. On va voir souvent des gens qui ont du resto. Du resto, là, 80$ par semaine, c'est pas dur à trouver dans mon bureau. Là. Tu sais, que ce soit un resto aux 2 semaines qui coûte plus cher ou que ce soit des gens qui vont, exemple, de la restauration rapide, mais plus souvent, je vous dirais que 80$ par semaine, c'est quelque chose que je vois souvent. Puis ça peut être surprenant. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand on fait le calcul puis qu'on les additionne puis qu'on dit, mais regardez, ça fait 350 à la fin du mois, les gens font le saut. Et c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps juste de regarder leur relevé bancaire, de voir où l'argent va. Donc ça, en partant, on vient de trouver 350$. Le fameux café McDo ou Tim Hortons à tous les matins,
ben, on se retrouve d'une situation où, exemple, là, on va prendre un exemple de base, 2 OK? Mais ce 2 $-là, qu'on aurait pu se faire à la maison pour une fraction du prix. Des fois, on va prendre le muffin. On pense pas à la dépense d'essence pour faire le détour ou pour attendre dans le file d'attente du service à l'auto. C'est facilement des économies de 50 à 150 $ par mois quand les gens se questionnent sur ce fameux café-là. Là. Au bout de la ligne, c'est beaucoup d'argent. L'alcool, c'est pareil. On parle de routine, là, d'éléments routiniers. Exactement ça. Le problème, là, ce qu'on fait le plus souvent, c'est ce qui est le plus important dans notre vie. Fait que de dire bonjour à notre conjoint en se levant le matin puis d'avoir l'air heureux, c'est quelque chose qui pèse énormément. Mais c'est la même chose pour le café tous les matins, pour le resto qu'on fait de façon récurrente, pour l'habitude crée énormément de dépenses. Plus que on pourrait s'attendre que c'est le voyage qui coûte cher ou oui, ça coûte cher, mais c'est pas comme toutes les habitudes qu'on a fréquemment. L'alcool, moi, je vois fréquemment là des 250, 300 $ d'alcool. Puis si on se met à faire l'exercice de dépanneur, sac, comment qu'on dépense en vin, en fort, en bière, c'est quand même pas rare qu'on se retrouve dans une famille pour du 250 $. Puis là-dedans, il y a des choses qu'on peut facilement diminuer. Puis, J'ai vu un article dernièrement aussi que le quart des Québécois sont abonnés à au moins 3 plateformes. Donc, on parle de Netflix, Crave, Amazon Prime, toutes ces choses-là. Ben ça, c'est 60 $ par mois qu'on ajoute souvent le câble qui est un autre 60. Fait qu'on parle de 120 $ que, je veux dire, pour moi, dans ma vie, c'est complètement superflu parce que d'un, je prends pas le temps de regarder la télé autant que ça. Mais faut faire des choix. Hein. Tu sais, si on a plein d'abonnements tout partout, c'est pas vrai qu'on réussit à toutes les écouter, puis c'est pas vrai qu'on rentabilise tout ça. Fait que quand on le regarde, qu'on se rend compte qu'on dépense, exemple, 120 $ dans différentes plateformes, câbles et tout ça, ben mettons-le en termes de nombre d'heures. Puis la majorité des gens ont pas le temps avec les enfants, avec le travail et tout ça, de passer tant d'heures que ça devant la TV. Puis s'ils ont le temps, ben peut-être qu'ils pourraient choisir des activités plus constructives aussi. Dans le fond, il y a un paquet d'autres éléments aussi à réfléchir de façon simple. Là. Tout ce qui est divertissement, le hockey, le golf, ces choses-là, ça peut coûter très cher en équipement, en abonnement et tout ça. Les gens vont vouloir se racheter du neuf, ce qui n'est pas nécessairement essentiel. Surtout dans le monde du hockey, là. Absolument. Tu sais, quand on parle de divertissement, là, je parle pas de pas s'abonner puis pas de faire du sport, mais je parle de l'achat des nouveaux équipements constants. L'abonnement au gym. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, à partir de 20 ans, je me suis accumulé mes poids à la maison puis je m'entraîne chez nous. Ben, oui, les gens vont trouver des excuses comme j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de voir des gens, tout ça, oui, OK, peut-être. Mais il y a plein d'autres façons de se motiver soi-même que de payer des abonnements récurrents. On parle encore de qu'est-ce qui est récurrent, c'est ça qui coûte cher. Et peut-être une dernière petite chose à réfléchir, les 4 roues, skidoo, bateau, là, les gens veulent, on est habitué de vivre, on veut la chose maintenant, on va le payer plus tard. Quand on parle d'un taux de 1 ou 2 %, c'est pas la fin du monde, mais souvent, ces actifs-là, là, c'est à du 6, 9 et en montant. Et on devrait toujours accumuler l'argent et dépenser après. Donc, à part la maison, il faudrait vraiment y réfléchir. Puis, tu sais, peut-être le taux qui a un très, très bon taux d'intérêt, mais il faut vraiment réfléchir comme il faut avant de s'embarquer dans un paiement de 3 ans, 5 ans pour des actifs qu'on se sert, mais qui sont pas essentiels à la vie. Si c'est si essentiel que ça, ben on va se priver avant, puis on va accumuler l'argent, puis on l'achètera quand on l'aura, ou on achètera plus vite quelque chose d'usagé, moins cher. Il y a plein de façons de voir ces actifs-là. Donc, quelqu'un qui se met à penser à tous ces détails-là, c'est pas vrai que son 3 % d'augmentation hypothécaire est un problème. Ce qui est un problème, c'est le paquet des habitudes, de l'accumulation de plein de petites habitudes ensemble. Ça, cet exercice-là, c'est vraiment important que les gens le fassent. Eh mon Dieu. Et c'est important et c'est pas automatique. Dans ce sens que on ne veut pas se défaire de son petit confort. Oui, et c'est de plein de petits conforts. Hein. Fait que souvent, c'est pas de se débarrasser de tout ce que je viens de dire en même temps, c'est de faire des choix puis de se rendre compte de qu'est-ce que ça nous coûte les choix qu'on fait. Puis si on fait ça, ben trouver 600 $ dans un budget de quelqu'un d'une famille qui en gagne 6 000, c'est vraiment pas compliqué quand on se met à analyser ça. Et voilà. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a. On donne les coordonnées pour vous rejoindre, s'il te plaît. Oui, les gens peuvent nous rejoindre au 1-844-LACASE, peuvent nous rejoindre au lacasesyndic.com, peuvent aller voir sur Facebook aussi les différentes chroniques qu'on fait, les différents posts qu'on fait sur Facebook au LACASE et associés. Donc, on est là pour répondre aux questions. Puis ces temps-ci, on est très, très disponible parce que les gens ont besoin de beaucoup de conseils avec tout ce qui se passe au niveau économique. Génial. Merci beaucoup, Pierre-Paul, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Ce fut encore une fois très intéressant. Merci beaucoup, Denis.